Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de Benjamin puisque c'est la 7e partie de ma série sur les 14 princes de quelqu'un que j'ai commencé en juillet et que je vais finir en août. C'est un petit peu ma série de l'été concernant Hunter x Hunter. Donc si tu as apprécié cette série, n'hésite pas à commenter, liker et puis à t'abonner. Bientôt je vais commencer d'autres séries sur le manga Hunter x Hunter. Mais pour clôturer celle-ci, j'ai fait un épisode spécial sur Benjamin et également sur sa garde rapprochée parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce personnage et sur un petit peu la milice qui l'entoure au niveau des différentes actions qu'ils vont entreprendre dans cette guerre de succession, mais également sur leur approche du naine. On va apprendre pas mal de choses sur le naine dans cette vidéo. Des fois, il y aura des concepts un petit peu compliqués, donc n'hésite pas à mettre pause ou à regarder certaines parties de la vidéo pour comprendre un petit peu tous les enjeux et toutes les stratégies que vont mettre en place ces différents gardes pour atteindre leur objectif, mais également Benjamin et le chef de sa garde, Mahito. Benjamin, le premier prince de Kakin, est l'aîné donc de cette fratrie de 14 frères et sœurs. Il a la même mère que Tserenich, qui est la première reine. Donc Tserenich et Benjamin sont un petit peu les seuls princes qui n'ont pas des espions des reines supérieures. On rencontre le personnage de Benjamin lorsqu'il échange au téléphone directement avec Tserenich et lorsqu'il apprend que, après des négociations avec son père, il est informé que la guerre de succession va se passer directement sur le Black Whale et que, à la fin donc de ce voyage, le seul prince survivant deviendra le roi de Kakin. Benjamin nous apprend également qu'il a particulièrement pris le soin d'appeler Tserenich, mais qu'il n'a pas fait la même chose avec les autres frères et sœurs, et donc on apprend que Benjamin a une haine viscérale envers Tserenich. On apprend par la suite que Benjamin est un des seuls princes de Kakin à maîtriser le naine avec Camélia avant cette guerre de succession et avant le rite de la jarre. Le naine s'appelle Benjamin Button, c'est un naine qui le lie un petit peu à sa milice personnelle. Pour ses gardes, s'ils prêtent allégeance à Benjamin et s'ils sont diplômés de l'école militaire de Kakin, alors à leur mort, Benjamin pourra directement récupérer leur naine. Et on apprend au tour de rôle à chaque fois qu'un garde meurt que Benjamin a des petites étoiles sous les doigts et que les étoiles s'allument lorsqu'il récupère les naines un petit peu de ses gardes. Je vais vous dire un petit peu lorsque je parlerai directement de la garde royale quelle naine il a récupéré, mais à ce moment-là de l'histoire, on apprend que ce naine s'appelle Benjamin Button. Est-ce que c'est un lien direct avec le film Benjamin Button? Je vous rappelle, c'est une personne qui naît vieux et qui va rajeunir tout le long de sa vie. Un petit peu, il va avoir une croissance inversée que la croissance des autres êtres humains qui naissent en tant que bébé et qui meurent en tant que vieillard. Lui, ça va être la même chose. Est-ce qu'il y a un lien directement avec Benjamin par rapport à Benjamin Button? Pour l'instant, on n'a pas d'indice, mais on sait que Yoshiro Togashi ne laisse rien au hasard, donc on a peut-être un indice au niveau de son naine, et on sait que Yoshiro Togashi laisse des indices sur le naine des 14 princes tout le long du récit. Si on est vraiment attentif sur chacun des dialogues de Hunter x Hunter, on peut anticiper le naine des différents princes de Kakin. Au niveau de la relation avec Tserenich, je vous l'ai dit, elle est un petit peu compliquée, un petit peu conflictuelle. Il a une autre relation assez conflictuelle, c'est sa relation avec Camélia. Lors d'un dîner dominicaux, les deux vont se rencontrer. Ils vont s'échanger pas mal d'injures avant de se séparer. Benjamin ne peut même pas imaginer qu'une autre personne que lui puisse devenir le prochain roi de Kakin. Ça lui est également confirmé par son père lorsqu'ils ont un bref échange lors de cette cérémonie dominicale. Son père lui dit « Oui Benjamin, je compte sur toi pour remporter cette guerre de succession ». Benjamin en plus pense qu'il va pouvoir y arriver puisqu'il est un des seuls utilisateurs du naine. Il sait que ses autres frères et sœurs ne connaissent pas vraiment le naine, donc il pense que ça va être relativement facile. Il n'est pas au courant au début de la cérémonie de la jarre, il ne sait pas que les bêtes de naine existent, donc après la cérémonie dominicale, dès le premier jour, il commence à enlever sa chemise et il se dit carrément, vas-y, on va pas faire de stratégie, je vais tous les tuer, ça va me permettre directement de devenir le roi de quelqu'un, je vais pas m'embêter directement à faire des stratégies, etc. Il va être arrêté in extremis par le chef de sa garde, Mahito, qui a un tempérament un peu différent de Benjamin. Benjamin, il est un peu tout feu tout flamme, il est bodybuildé, c'est quelqu'un qui utilise vraiment la force, c'est quelqu'un qui écrase ses adversaires, alors que Mahito, c'est quelqu'un de beaucoup plus stratégique, c'est quelqu'un de réfléchi, et il va apprendre à travers le coup de fil général de Kurapika que l'information sur le naine a été dévoilée à l'intégralité des 14 princes de Kakin et à leur garde, et que chaque prince de Kakin a une bête de naine. Il va donc dire à Benjamin que c'est dangereux d'aller attaquer comme ça directement et de front les autres princes, qu'il va devoir patienter. Entre parenthèses, Benjamin, il voulait attaquer en premier Tserenich. Il a vraiment la guerre de succession, c'est une chose, mais lui, il a vraiment la haine contre Tserenich et c'est lui qui veut directement tuer en premier. Donc, Benjamin va un petit peu réunir l'intégralité de ses gardes et il va leur dire, écoutez, je suis le chef de la milice militaire, le chef des gardes royaux, donc en tant que tel, je vais envoyer chacun de vous à la protection des 14 princes de Kakin pour pouvoir assurer leur protection. Mais en fait, c'est un double langage puisqu'il va envoyer des espions et des assassins
qui devront récupérer le maximum d'informations sur chaque prince et notamment sur les gardes de chaque prince, mais également sur les bêtes de naine. Et s'ils ont la possibilité de tuer le prince directement, de le faire. Donc il envoie directement ça. Légalement, il envoie 14 espions tueurs pour pouvoir récupérer des informations ou tuer ses différents frères et sœurs. Il faut savoir que ces personnes-là ont également un droit de légitime défense, puisque ce sont des gardes royaux de la milice privée de Benjamin, mais également des militaires qui ont pour ordre de sécuriser cette zone où vivent les 14 princes de Kekin. Ils ont le droit donc de légitime défense, donc de tuer si jamais ils pensent qu'ils sont ou en danger ou s'ils pensent que les princes sous protection sont en danger. Et ils vont utiliser un petit peu ce prétexte pour être hyper agressifs et pour vouloir directement tuer les princes respectifs. Ça va commencer par exemple dans la chambre directement de Kurapika, la chambre 1014, où le premier Vincent Bicento va venir directement et va tuer une des gardes et va vouloir se débarrasser de Kurapika en prétextant la légitime défense. Kurapika va s'en débarrasser assez facilement, mais comme le garde un petit émetteur, Benjamin et Maito, son chef de la garde, vont entendre les informations et ils vont comprendre que dans la chambre du 14e prince, il y a un personnage qui s'appelle Kurapika, qui est assez bon pour le naine, qui a réussi à se débarrasser d'un prince en quelques secondes et qui semble avoir une capacité pouvant un petit peu obliger la victime à passer aux aveux, puisque Kurapika dit, en se débarrassant directement de ce garde royal, que s'il utilise une de ses capacités, celui-ci devra directement avouer son agression du 14e prince de Kekin. Donc, avec ce niveau d'information-là, Benjamin va envoyer un deuxième garde du corps, c'est le deuxième qu'on va traiter, c'est Babymania. On ne sait pas vraiment quelles sont les capacités de Babymania, on sait juste qu'il a un naine de type counter. Les naines de type counter, c'est des naines de contre-attaque, c'est comme le naine de Camélia. Regardez ma vidéo sur Camélia où j'explique un petit peu ses capacités. Elle doit d'abord se faire tuer, ensuite elle revient après la mort en vie grâce à son naine, et son naine tue l'agresseur. Ça doit se dérouler comme ça, c'est un naine après la mort, c'est un naine de contre-attaque. Il faut d'abord qu'elle se fasse attaquer pour pouvoir riposter. On sait que Babymania a un naine de contre-attaque, mais il n'est pas vraiment envoyé dans la chambre de Kurapika pour le tuer, il est envoyé pour récupérer un maximum d'informations sur Kurapika, qui est ciblé comme un adversaire potentiellement dangereux pour Benjamin et pour Maito, le chef de sa garde. Kurapika va décider, en plus lors de cette guerre de succession, de faire un cours pendant 2 semaines et de promettre à l'intégralité des gardes qui se pointeront directement dans la 14e suite de leur apprendre le naine en 2 semaines. Benjamin va en profiter pour envoyer un autre garde, le garde le plus intéressant qui va être amené à rencontrer durant cette guerre de succession, c'est le garde Furikov. Furikov, il y a 2 choses assez spéciales sur lui, c'est vraiment quelqu'un de hyper intéressant pour la compréhension du naine. Déjà, il a un naine qui s'appelle Silent Minority, c'est un petit peu une poupée, et c'est une poupée qui a pour ordre de tuer. Elle est visible uniquement par 2 personnes, par Furikov lui-même et par la personne possédée, et cette poupée peut contrôler 4 serpents blancs qui s'enroulent autour d'une personne et qui peuvent la vider de son sang en 11 secondes par serpent. Donc si jamais tu as les 4 serpents qui t'attaquent en quelques secondes, tu es vidé directement de ton sang. Et Furikov va commencer à perpétuer comme ça des meurtres. Il va tuer des gens directement dans ce groupe qui est réuni pour apprendre le naine grâce à Kurapika, mais c'est pas sa faculté vraiment la plus intéressante, c'est pour ça que je suis assez rapide quand je parle directement de son naine. Sa faculté la plus intéressante pour nous en tant que lecteurs, c'est qu'il est capable de comprendre pas mal de choses juste en observant une personne. C'est un petit peu un mentaliste et il peut observer directement si pas mal de petits détails chez les gens pour un petit peu deviner si les gens par exemple connaissent ou ne connaissent pas le naine. En regardant les gens de biais et en regardant le mouvement de leur rétine, il va pouvoir savoir si ce sont des gens qui connaissent le naine ou pas. Mais sa qualité d'observation va aller beaucoup plus loin. En ce qui concerne Kurapika, il va un petit peu la regarder et il va voir par exemple que Kurapika est droitier mais qui tient son gun de la main gauche, donc il doit laisser sa main droite libre, et s'il laisse sa main droite libre, c'est certainement que c'est un utilisateur de naine de la matérialisation ou de l'émission, parce qu'il doit avoir en fait sa main libre pour pouvoir utiliser son naine. Il va directement voir également qu'il a des manches longues, donc il matérialise certainement quelque chose dans sa main, et il va observer également le thème de sa main. Il va voir qu'il y a un flux de naine irrégulier, et il va donc dire que tu concentres ton naine à ce moment-là. Donc il va savoir que Kurapika est ou de l'émission ou de la matérialisation, et qu'elle matérialise quelque chose directement sur sa main droite, et quelque chose qu'elle essaye de camoufler. C'est pas un pouvoir de naine, c'est uniquement de l'observation. Et c'est là où ça va être une personne qui est assez forte dans Hunter x Hunter. C'est un petit peu un mentaliste qui, juste par son observation, va pouvoir recueillir un nombre incalculable d'informations sur un adversaire. Et comme vous le savez maintenant en regardant ma vidéo, dans Hunter x Hunter, l'un des principaux enjeux quand tu affrontes quelqu'un, c'est de connaître un petit peu son aide, de connaître ses capacités. Si ton adversaire est capable de connaître
tes capacités avant le combat, t'es mort. On l'a bien vu avec Boomer, on l'a bien vu avec un nombre incalculable de personnes. Si tu connais les informations sur le naine de ton adversaire, tu peux directement utiliser une stratégie pour pouvoir contre-attaquer et pour pouvoir tuer directement ton adversaire. Et Furikov de Hunter x Hunter, c'est la personne la plus apte à pouvoir deviner le naine d'une autre personne. Il va utiliser également cette capacité pour savoir si les gens sont manipulés. Là, j'ouvre une petite parenthèse, mais dans cette guerre de succession, il y a deux naines qui sont vraiment dangereux, deux types de naines. C'est un, la manipulation, et deux, et la deuxième, c'est l'émission. Pourquoi? Chaque prince est entouré de ses gardes royaux et entouré d'une bête de naine dans sa chambre. Donc ce sont une guerre, ça va être une guerre vraiment indirecte. Et les seuls moyens de se faire toucher, c'est ou par l'émission, tu attaques de loin, ou par la manipulation, c'est-à-dire que tu manipules un garde, le garde rentre dans sa suite et commet un meurtre directement. On peut voir que le massacre dans la chambre de Kurapika est effectué par un garde du corps qui est soumis à un naine de la manipulation. On peut voir Tserenich également, lorsqu'il envoie deux de ses gardes à prendre le naine envers Kurapika, il leur dit directement, de ce que j'ai compris du naine, quand tu vas revenir de ta formation, tu devras me prouver que tu n'es pas sous la manipulation d'un autre naine. Et Theta, en voyant un petit peu ce raisonnement de Tserenich, va dire « Ah putain, ce mec-là est vraiment balèze, il a compris que la faculté d'anticipation est le pouvoir le plus intéressant et la caractéristique la plus intéressante dans un combat de naine. » Et on va avoir comme ça une peur du naine de la manipulation tout le long de cette guerre de succession, même quand Shikaku, le garde royal de Benjamin qui s'est fait directement tuer par Harukenberg, se suicide devant la porte de l'Uzuru, Maito se pose la question pourquoi, comment, par qui a-t-il été manipulé? Le naine de la manipulation dans cette guerre de succession est donc un des naines les plus dangereux, un des naines les plus efficaces. Et Furikov s'offre la chance, le luxe de pouvoir deviner si une personne est manipulée ou non, juste en regardant son naine, puisque son naine va être fortement imprégné du manipulateur si celui-ci est manipulé. Et comme Kurapika s'offre la promesse d'offrir le naine, d'apprendre le naine en 2 semaines à n'importe qui, Furikov va se dire c'est forcément de la manipulation. Si c'est de la manipulation, je serai capable de le détecter et je vais dénoncer Kurapika. On l'apprend directement et je ferai une vidéo spéciale sur Kurapika, que Kurapika arrive à apprendre le naine à n'importe qui en 2 semaines sans utiliser la manipulation, ce qui va donc rassurer Furikov et ce qui va donc rassurer l'intégralité des gardes royaux qui est là pour apprendre le naine. Mais on sait que Furikov est capable de reconnaître les gens pouvant être manipulés et très certainement que l'issue de cette guerre de succession va être sur les personnes qui vont être capables de reconnaître les gens manipulés. Ça, ce sont les gardes royaux qui sont directement affiliés à la chambre de Kurapika et au 14e prince, mais il y a d'autres gardes du corps intéressants. Il y a d'autres gardes du corps hyper intéressants. Il y a par exemple Rian, qui a un naine qui s'appelle Predator. Rian, c'est très simple. Il va aller voir directement le prince salé, mais ça marche avec n'importe qui. S'il est capable de deviner de lui-même l'intégralité du fonctionnement du naine de son adversaire, alors il va pouvoir créer dans son corps un naine, Predator, qui va être l'exact opposé du naine de son adversaire. Plus il va avoir des informations, plus il va réussir à deviner le naine de son adversaire, plus son Predator sera efficace contre le naine de celui-ci. Par exemple, pour le cas de Salé, il va regarder un petit peu comment se comportent les gardes du corps, il va regarder comment se comporte la bête de naine, il va regarder comment se comportent les filles qui sont avec le prince Salé, il va commencer à comprendre que c'est un naine de l'émission, il va comprendre que c'est un naine de l'émission qui se transmet, il va comprendre que les gens vont devenir de plus en plus fans de Salé avec un temps à partie s'ils le côtoient, s'ils restent dans la chambre, ils vont commencer à légiférer un petit peu ses actes, à comprendre son idéologie et à vraiment s'attacher sentimentalement au prince. Et une fois qu'il a compris ça, il va créer un prédateur qui va être capable de bouffer cette bête de naine. Attention, il y a certaines caractéristiques par rapport à ce pouvoir-là. Déjà, une fois qu'il a créé un prédateur efficace ou non, il va être dans un état de zetsu pendant 48 heures, il ne pourra plus utiliser son naine. Et en plus, c'est un naine qui est un petit peu efficace contre les naines de la matérialisation ou de renforcement, mais qui devient beaucoup moins efficace pour un naine de l'émission, puisque forcément, c'est pas quelque chose que tu peux attraper assez facilement, ou un naine de la transformation, par exemple, le prédateur serait pas un naine qui serait efficace contre le Ponsigum, en fait. Ça sert à rien de choper un Ponsigum, Isoka, juste en faire un autre. Mais si tu es du naine de la matérialisation ou si tu es du naine du renforcement, c'est un naine qui est vraiment efficace. Il va faire de toute façon sa mission Rian et il va être remplacé directement par un autre garde. Il s'appelle Ushi, qui a une capacité assez spéciale qui s'appelle le Needle Ball. Le Needle Ball, c'est quoi? Lui, c'est tout simple, hein, ça ne te coûte rien. Il a créé une petite mouche en naine et il a fait virevolter directement à l'oreille des gens.
Si les gens connaissent le naine, alors ils seront réceptifs à ce petit bourdonnement, et c'est quelque chose auquel tu ne peux pas échapper, hein. C'est un réflexe, dès que tu as un bourdonnement dans l'oreille, tu t'esquives. Et comme ça, il va pouvoir directement tester les gens et voir si les gens sont des possesseurs de naine ou pas. Il va savoir si les gens maîtrisent le naine ou pas. Et en fait, c'est une information qui est hyper importante dans cette guerre de succession, à savoir si en face de nous, on a un humain lambda ou si on a un utilisateur de naine. Et c'est comme ça aussi qu'il va pouvoir un petit peu déjouer des espions qui se font peut-être passer pour des gardes du corps un peu lambda qui ne connaissent pas le naine, mais qui en fait connaissent le naine. Il a donc un naine hyper efficace avec une petite technique qui lui coûte rien du tout. C'est juste de créer en naine une petite mouche et de la faire virevolter aux oreilles. C'est pour vous dire à quel point les gardes de Benjamin ont une expertise sur le naine et qu'ils sont pas obligés d'être puissants, ils sont pas obligés d'avoir un naine monstrueux pour pouvoir être hyper efficaces durant cette guerre de succession. On va avoir d'autres gardes du corps qu'on ne va pas vraiment développer dans l'histoire. On va avoir le garde du corps Mus. Mus est capable de créer des oiseaux, est capable de créer des hiboux de surveillance. Donc grâce à ces hiboux-là, il va pouvoir suivre un possesseur de naine et il va pouvoir le voir. Comme il se fait tuer directement par Camélia et pas son naine de counter type, et ce pouvoir va directement venir dans la main de Benjamin grâce à sa capacité Benjamin Button. On a également Shikaku, qui se proposait de faire un bouclier qui est capable un petit peu d'attraper la capacité de naine qu'il attaque, mais comme il va se faire manipuler par Harukenberg et pousser au suicide, c'est directement Benjamin qui va récupérer la capacité. Et on a un autre qui s'appelle Vict, qui est la deuxième victime d'Harukenberg qu'on ne voit pas, et sa capacité va être directement récupérée par Benjamin. Le plan de Benjamin et de Mahito actuellement, parce qu'ils sont dans la zone VIP sous surveillance, puisqu'ils se sont un petit peu embrouillés avec Camélia, il y a eu un jugement et que les deux princes sont donc sous surveillance, attendent le jugement avec Harukenberg pour pouvoir le tuer directement au tribunal. C'est le plan de Mahito et de Benjamin. Mahito, pour vous dire comme quoi toutes les intrigues sont liées, à profiter du fait que Mizei Storm demande des gardes supplémentaires pour gérer un petit peu le bateau parce qu'ils savent qu'il y a un massacre qui est en train de se commettre, massacre qui est commis par un petit peu les gardes de Morena. Donc Morena a un petit peu embrassé chacun de ses gardes en leur disant que si jamais ils arrivaient à tuer une vingtaine de personnes, ils auront une capacité de naine, et s'ils tuent un prince, et même ils monteront au niveau 50, ils pourront eux-mêmes diffuser directement leur naine aux autres, comme le fait Morena. Mahito a très bien compris cette information, donc a enlevé des gardes du corps des différents princes, sauf ceux de Benjamin, et il a fait ça un petit peu pour isoler Harukenberg, parce qu'il a vu directement que Harukenberg a un naine de liaison entre lui et sa garde royale. Il faut absolument l'isoler pour pouvoir l'attaquer, et c'est pour ça un petit peu qu'il a accusé Harukenberg d'avoir indirectement tué plusieurs de ses gardes pour pouvoir l'isoler de sa garde royale et pour pouvoir un petit peu l'affaiblir, puisque si Harukenberg n'est pas avec ses soldats, peut-être qu'il ne sera pas capable de faire ce naine aussi fort d'arc et d'émission. Voilà pour l'intégralité des informations que j'avais à dire sur Benjamin et sur sa milice, qui nous apprennent énormément de choses sur le naine dans Hunter x Hunter. Ça va bien au-delà de la guerre de succession, ça va bien au-delà de nous raconter des histoires. Yoshiro Togashi joue vraiment avec ce pouvoir ésotérique qu'il a mis un certain nombre de temps à créer. C'est un programme hyper réfléchi, c'est certainement pour ça qu'il met du temps à écrire la suite d'Hunter x Hunter. C'est pas quelque chose que tu écris comme ça du style j'ai un pouvoir de feu, toi tu as un pouvoir de lave, on va se tuer et le feu c'est plus fort que la lave, etc. C'est pas du tout ça. C'est un mécanisme d'autant plus complexe avec des personnes d'autant plus intelligentes qui jouent avec les capacités que le naine est capable d'attribuer à chacun. Voilà pour ma dernière vidéo sur les 14 princes de quelqu'un. N'hésite pas à me lâcher en commentaire ton analyse sur Benjamin et sur les gardes que j'ai cités, sur leur pouvoir, sur leur faculté de comprendre les choses, sur la faculté de réfléchir par rapport à cette guerre de succession. C'est pour ça également qu'on a des pages remplies de textes dans Hunter x Hunter. C'est pas juste du texte, c'est pour avoir un petit peu l'interprétation de chacun des gardes sur la situation, sur les 14 situations qui nous sont données dans cette guerre de succession. N'hésite pas à commenter, liker et partager. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao les gars.